L'Inde, pays des couleurs, des saveurs épicées et de Bollywood. Mais le sous-continent s'est tristement distingué ces dernières années par un phénomène bien moins gratifiant. La violence sexuelle. Plusieurs agressions ont récemment défrayé la chronique, comme le viol collectif dans un autobus de New Delhi, en décembre 2012. Cette semaine, la police a arrêté un chauffeur d'un service de voiturage, soupçonné d'avoir violé une passagère de 25 ans. En Inde, une femme est violée toutes les 22 minutes. Plus de 25 000 agressions sexuelles recensées chaque année. Alors la colère monte. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans toutes les grandes villes du pays. Et le gouvernement durcit sa législation pour endiguer le fléau. Les femmes indiennes, elles aussi, montent au créneau. Sur cette vidéo qui a déjà fait le tour du monde, deux jeunes sœurs harcelées dans un bus ripostent à leurs agresseurs à coups de ceinture. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Inde. Bonsoir, merci de votre fidélité. Nouveau numéro de Focus consacré cette semaine à l'Inde, avec ce mal sans visage qui ronge la société indienne. L'Inde où, tenez-vous bien, une femme est victime d'une agression sexuelle toutes les 22 minutes. Alors pour parler de ce fléau, on va rejoindre en Inde notre correspondante, Sivan Raviv. Sivan, bonsoir. Bonjour Cyril. Sivan, le harcèlement sexuel n'est pas nouveau en Inde, mais depuis quelques années, cette mauvaise réputation s'exporte. On peut parler d'un fléau ? C'est vrai, les statistiques du gouvernement montrent que des dizaines de femmes en Inde sont violées et harcelées tous les jours. Par contre, si on regarde le nombre de personnes qui habitent ici, plus d'1 milliard, les chiffres ne représentent pas un taux de viol par habitant plus élevé que dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Suède par exemple. Mais c'est vrai que ce problème est très profond ici et les solutions sont compliquées. Par contre, la jeune génération d'hommes et femmes intelligents demande l'égalité et demande à s'exprimer. Avec l'Internet, ils ont aujourd'hui accès au monde entier et spécialement aux manifestations qui se passent dans d'autres pays. Donc les Indiens veulent aussi qu'on les entende et ils veulent se battre pour un changement. Alors Sivan, il y a eu cette vidéo où on aperçoit deux jeunes sœurs qui battent leurs agresseurs à coups de ceinture dans un autobus. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont désormais envie de se défendre ? Eh bien, à part d'exposer la discrimination au monde, il y a aussi des initiatives locales. Il y a par exemple les manifestations Kiss of Love qu'on a vues récemment dans des villes comme Cochin et New Delhi. Ce sont des manifestations contre ce qu'on appelle la police morale. Des jeunes hommes et femmes qui défendent leur droit de s'embrasser en public, de porter ce qu'ils veulent. Ce sont des initiatives qui deviennent importantes ici. Et ce n'est pas seulement le combat des femmes. Il y a aussi des hommes qui se battent pour cette cause. La plupart des gens à qui j'ai parlé disent qu'ils veulent changer la réputation négative de l'Inde au sujet des violences sexuelles. Mais est-ce que les femmes sont écoutées ? Est-ce qu'elles sont soutenues ? Je dirais que malheureusement, tout dépend de leur statut socio-économique. Ouais, bien sûr. Le gouvernement a fait quelques démarches pour aider les victimes de viol et puis la justice indienne a montré un taux de condamnation relativement élevé pour les crimes sexuels comparé à d'autres pays. Donc, plus de victimes s'expriment et portent plainte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où les victimes ne disent rien. Donc, en fait, le fait que les statistiques montrent une augmentation des viols dans les dernières années est une bonne chose. Ça montre que plus de femmes s'expriment et racontent ce qui leur est arrivé. Sivan Raviv, merci beaucoup d'avoir répondu à une question. Merci. Nous sommes en novembre 2008. Pas moins de 10 attaques terroristes coordonnées frappent le cœur de Bombay, la capitale économique et la plus grande ville d'Inde. Parmi les victimes, le rabbin Holzberg et son épouse Rivka. Ils dirigent tous les deux le centre juif Lubavitch dans la ville. 6 ans après avoir été pris d'assaut, ce centre a rouvert ses portes et son nouveau directeur, le rabbin Israël Kozovski, est avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Monsieur le rabbin, bonsoir. C'est difficile de réintégrer un bâtiment meurtri par le terrorisme ? Ce n'était pas facile à plusieurs niveaux. Premièrement, techniquement, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir tous les permis pour réintégrer le bâtiment et le rénover parce qu'il était complètement détruit après l'attaque. Et nous avons dû entièrement rénover l'immeuble. Deuxièmement, c'était très difficile psychologiquement et émotionnellement. Ça a pris du temps, mais c'était la bonne chose à faire. Il fallait que nous revenions au même endroit où le terrorisme a essayé de détruire ce qu'il y a de bon dans le monde et montrer que la seule manière de se battre contre le terrorisme est de reprendre la générosité dans le monde. Monsieur le rabbin, expliquez-nous quelle est votre mission en Inde, quel est l'objectif de votre centre communautaire ?
Le but est résumé par l'idée du rabbin Lubavitch selon laquelle chaque coin du monde doit avoir un centre juif, un Beit Chabad pour répondre à tous les besoins religieux de la communauté juive locale ou des touristes juifs. Quand on parle de besoins juifs, il ne s'agit pas seulement de prières ou de repas de Shabbat, mais aussi d'assistance avec des problèmes médicaux, ou bien si quelqu'un a perdu son porte-monnaie, ou si quelqu'un est perdu. Tout ça vient de la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Dans le contexte actuel d'antisémitisme et de haine anti-israélienne, est-ce que vous n'avez pas peur d'une nouvelle attaque terroriste? Oui et non. Nous avons toujours une certaine peur, mais il ne s'est rien passé après l'opération à Gaza, parce que les gens ici soutiennent beaucoup Israël, et nous ne ressentons pas d'antisémitisme dans la rue, contrairement à d'autres pays en Europe par exemple. Mais avec ça, nous restons prudents et nous investissons beaucoup dans la sécurité. Nous avons dépensé près d'1 demi-million de dollars pour améliorer notre sécurité au Beit Chabad et nous gardons nos yeux ouverts. Nous approchons la fête de Hanouka. Hanouka est une fête qui nous rappelle qu'un petit groupe de personnes peut vaincre une grande armée, simplement par de la bonté. Parlez-nous un peu de la communauté juive indienne, est-ce qu'elle est importante? La communauté juive de Bombay compte environ 4000 personnes qui habitent dans cette ville. Ce sont des juifs locaux. Et puis il y a aussi environ 40 000 voyageurs et touristes juifs qui passent par ici chaque année. Israël Kozlowski, on rappelle que vous êtes le rabbin du centre juif de Bombay. On voit derrière vous d'ailleurs l'impact des balles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci et joyeux Hanouka à tous. Comme chaque semaine, le top 5 de l'actualité en Inde, c'est tout de suite en bref et en images. L'Inde devrait dévoiler un nouveau plan climatique d'ici janvier 2015. Le pays, qui est le 3e plus grand émetteur annuel de gaz à effet de serre, avait longtemps résisté à freiner ses émissions, mais a enfin décidé de se joindre aux efforts mondiaux après que les États-Unis et la Chine ont annoncé un accord pour limiter leur pollution le mois dernier. L'Inde a testé son missile à longue portée Agni 4 depuis une base militaire à Odisha, à l'est du pays au début du mois. L'Organisation nationale de recherche et développement sur la défense a déclaré que le test a réussi. Le missile à capacité nucléaire peut frapper des cibles qui se trouvent jusqu'à 4000 km. L'enterrement du joueur de cricket australien Philip Hughes, décédé après avoir été frappé par une balle lors d'un match le mois dernier, a été largement couvert par les médias en Inde. Le peuple indien s'est senti profondément touché par l'affaire. Le Premier ministre Modi a déclaré que le monde du cricket était bien plus pauvre sans le joueur. L'animatrice indienne de télévision Gohar Khan, qui présente le concours de chant Raw Star India, a été attaquée en direct à cause de la robe courte qu'elle portait pendant l'émission. Un homme du public s'est levé et a giflé Khan. Selon lui, en tant que femme musulmane, elle n'aurait pas dû porter la robe. L'homme a été arrêté et doit comparaître en justice. Après l'incident, Khan a appelé toutes les femmes à se défendre contre de tels actes. La star américaine Kim Kardashian devait apparaître dans Big Boss, une émission de télé-réalité indienne le mois dernier, mais sa visite en Inde a été annulée. L'Inde aurait refusé de lui accorder un visa d'entrée dans le pays, une déception pour les fans de Kardashian, mais aussi pour la star elle-même. Elle était censée être payée plus de 800 000 $ pour sa participation. Elles sont littéralement adulées dans leur pays, pourtant rares sont les stars de Bollywood à avoir acquis une notoriété au-delà des frontières de l'Inde. Le comédien Anupam Kher, lui, s'est fait connaître, notamment grâce à son apparition dans le film britannique Jula comme Beckham en 2002. Il est avec nous ce soir depuis Hong Kong. Anupam Kher, bonsoir. Merci, c'est un plaisir. Oui, alors est-ce que c'est important pour une star de Bollywood de s'exporter hors des frontières de l'Inde ? Eh bien, je fais partie d'un petit groupe d'acteurs qui ont été formés en Inde. Je viens de l'École nationale de théâtre. Ayant joué dans 488 films en 30 ans, je pense qu'il faut tout le temps se tester soi-même. Vous devez toujours vérifier que vous n'êtes pas en train de rouiller et vous pouvez uniquement faire cela lorsque vous travaillez avec des acteurs hors de votre confort. Pour moi, tout a commencé avec Jula comme Beckham. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec Ong Lee pour Lost Caution, Woody Allen pour Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu, et puis avec David O. Russell pour Silver Linings Playbook. Je pense que lorsque vous travaillez avec beaucoup d'acteurs différents et dans des contextes différents, ça vous enrichit en tant qu'acteur. Donc il faut toujours pousser ses propres limites. Et puis lorsque je travaille en dehors de l'Inde, je représente aussi mon pays.
C'est comme représenter son pays en sport, donc c'est une grande responsabilité et j'attends un plus grand public comme ça. Le cinéma de Bollywood, c'est un cinéma qui a la réputation d'être un cinéma plutôt traditionnel. Est-ce que ça reflète, selon vous, la société indienne ? Oui, je suis content que vous avez utilisé le mot traditionnel et pas cliché. Je préfère ce mot d'ailleurs. Il faut comprendre pourquoi Bollywood et le cinéma hindou est comme il est. C'est plus grand que nature parce que les gens sont plus grands que nature. Nous avons 28 langues officielles et plus de 5000 langues parlées en Inde. Chaque région est différente, des plats différents, des vêtements différents et des traditions différentes. Donc les films bollywoodiens doivent atteindre tous les publics différents en Inde, donc il y a énormément de variétés. Anupam Kher, alors vous le savez, l'Inde s'est tristement distinguée ces dernières années par une série de viols. Paradoxalement, la sexualité, c'est un thème encore tabou dans les productions bollywoodiennes. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Personnellement, je trouve que ce genre d'incident est malheureux. Peu importe où il a lieu, un viol est un crime terrible. Mais malheureusement, quand ce genre de choses a lieu dans un pays du tiers-monde, dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Occident en fait beaucoup. Si vous comparez cela au taux de viol aux États-Unis, il est bien plus élevé qu'en Inde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Je condamne ces crimes, mais le cinéma n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est fortement lié à un manque d'éducation. Est-ce que selon vous, les stars de Bollywood peuvent sensibiliser l'opinion publique peut-être pour faire face justement ? Oui, bien sûr qu'ils le font, chacun à sa manière. Le fait que nous en parlions dans cette interview, par exemple, ou que beaucoup d'acteurs de Bollywood en parlent sur les médias sociaux, vous montre cela. C'est notre responsabilité sociale. C'est important pour nous d'en parler. Mais je pense que l'Inde avait besoin d'un gouvernement très fort et je suis content que nous en avons un maintenant. Le problème, c'est que nous avons des lois et elles ne sont pas appliquées. Notre système judiciaire ne facilite pas les choses. Nous n'avons pas la loi contre la non-assistance à personne en danger. Ma femme, qui est membre du Parlement, vient juste de l'introduire. Mais il y a aussi un tabou social à ce sujet. Lorsqu'une jeune femme est violée, on lui pose des questions très détaillées. C'est terrifiant. Je pense que les choses commencent à changer. Nous sommes un pays jeune et ça prend du temps. Mais les stars de Bollywood en parlent et espèrent que les choses changeront un jour. Anupam Kher, merci. Star de Bollywood, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Elle a été la première à faire connaître aux Israéliens la cuisine indienne. Son restaurant Tandoori est le lieu de rendez-vous de tout le gratin tel-avivien, stars du showbiz, hommes d'affaires. Même les politiques comme Yitzhak Rabin ou encore Ariel Sharon en avaient fait leur cantine pour déguster le légendaire poulet tikka masala de Rina Pushkarna. Elle est avec nous ce soir depuis son restaurant. Rina, namasté. Namaste. Alors Rina, vous êtes née en Inde. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre en Israël ? C'était le rêve de ma mère que l'un de ses enfants s'installe en Israël. J'étais la plus jeune. Je suis venue avec ma famille et j'ai réalisé son rêve. Je suis venue avec mon mari qui était capitaine dans la marine et mes 2 enfants. Je voulais que mon mari quitte l'armée et c'est là que la cuisine a pris le dessus. Ça n'a pas dû être facile d'habituer les Israéliens à de nouvelles saveurs. Oh my God, don't... Ouh là là, ne m'en parlez pas. Ça a pris 2 ans jusqu'à ce que les Israéliens acceptent de goûter à la nourriture indienne. Je disais aux serveurs de leur apporter du chicken tikka gratuitement à leur table. Et quel genre d'Israéliens n'aime pas les choses gratuites ? Quand ils ont essayé le chicken tikka rouge, le plat star de Tandoori, eh bien ils ont adoré et c'est ce qu'ils ont commandé la fois d'après. Alors je l'ai dit, vous avez reçu de nombreux hommes politiques. Tenez, dites-nous par exemple quels sont les plats préférés du Premier ministre indien Narendra Modi et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Eh bien, le Premier ministre Modi est un végétarien pur. Il ne mange pas d'oignons ou d'ail ou de légumes qui poussent sous terre. Nous avons eu l'opportunité de le servir pendant 1 mois entier lorsqu'il était en Israël pour une formation d'agriculture. C'est ce qui a commencé son amour pour les Israéliens et Israël. Et le Premier ministre Netanyahou, cela fait 28 ans qu'il dîne chez nous avec sa famille. Nous sommes honorés de le recevoir avec sa famille. Ils aiment beaucoup le chicken tikka masala. Politique et gastronomie font bon ménage donc.
Je pense vraiment que c'est la cuisine qui a commencé la relation politique entre l'Inde et Israël. Un jour, nous étions en train de regarder à la télé la célèbre poignée de main entre Arafat et le Premier ministre israélien Rabin à la Maison-Blanche. Et tout à coup, nous avons vu Tandoori Tel Aviv. Et ils ont dit à la télé que le premier rendez-vous entre les Norvégiens, les Israéliens et les Palestiniens s'est déroulé dans le restaurant Tandoori à Tel Aviv, avec un curry indien sur la table. Rina Pushkarna et son restaurant Tandoori, merci infiniment d'avoir répondu. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce focus sur l'Inde, mais pas avant de vous offrir ces extraits d'une nouvelle BD indienne dont la super-héroïne est une femme victime d'agressions sexuelles. Et oui, elle s'appelle Priya. Elle décide de combattre les violences faites aux femmes et de se venger, oui, de se venger de ses agresseurs. Quant à moi, je vous dis namasté, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Focus, même jour, même heure. En attendant, vivez curieux et surtout, restez focus.